Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence 100 degrés. Ça me fait plaisir de vous voir en si grand nombre ce soir. Donc, 100 degrés, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, 100 degrés, c'est vraiment la communauté en pleine ébullition qui amplifie vos projets en santé des collectivités. Ça nous fait plaisir de vous accueillir de partout au Québec, mais on a aussi des gens qui se joignent à nous de la Belgique, même de la Colombie-Britannique. Donc, il y a beaucoup de gens dans la francophonie qui sont intéressés par le sujet de ce soir. Donc, c'est le fun que vous soyez là avec nous. Une belle conférence dans un contexte particulier, enseignée à l'extérieur à l'ère du déconfinement. On parle trucs et astuces avec Julie Moffett, que je vous présente dans quelques secondes. Juste avant, juste vous mentionner le contenu aujourd'hui qui est divisé en 3 grands blocs. D'abord, rapidement, on va voir quelques approches d'enseignement à l'extérieur. Julie, ensuite, a des solutions à nous apporter en lien avec le contexte actuel, donc le retour en classe, faciliter les déplacements pour aller à l'extérieur, gérer sa classe. On va voir que les conseils de Julie sont vraiment intéressants à ce niveau-là. Et finalement, on va se partager des idées d'activités, des activités simples à réaliser à l'extérieur, encore une fois, pour faciliter le retour à l'enseignement dans le contexte de déconfinement progressif. Et c'est particulièrement sur ce point-là qu'on souhaite échanger avec vous. Donc, tout au long de la conférence ce soir, je souhaite vraiment entrer en interaction avec vous et il y a 2 façons de le faire. Donc, évidemment, vous aurez constaté que vous n'avez pas accès à votre vidéo ni à votre micro et c'est normal, on est plus de près de 300 participants en ligne aujourd'hui. Donc, pour se faciliter la vie, je vous invite à interagir avec nous de 2 façons. Ils sont encerclés en bas de votre écran. Donc, le bon vieux clavardage, donc l'outil converser à gauche, au centre. Et en tout temps, vous pouvez nous partager votre vécu, nous partager des idées d'activités que vous faites déjà dans votre milieu ou que vous projetez faire. Et donc, c'est vraiment là, ad lib de ce côté-là. Questions et réponses, un autre outil intéressant. Donc, je vous invite à naviguer entre les deux puis choisir là, celui que vous préférez. Je vous invite à également choisir vos paramètres d'affichage. Donc, tout en haut à droite de votre écran, vous avez la chance soit de, soit de voir Julie, l'intervenante principale qui parle en plein écran, ou de nous voir là, les deux de façon égale dans l'écran. Donc, je n'ai pas pris le temps de me présenter. Marianne Lacharité Lemieux, je suis au projet 100 degrés depuis maintenant 3 ans et demi. Et c'est un bonheur pour nous à 100 degrés d'accueillir Julie Moffett pour ce beau sujet de la pédagogie à l'extérieur. Julie, qui est coordonnatrice du projet Enseigner dehors à la Fondation Monique Fitzbach. La Fondation se spécialise en éducation à l'environnement depuis 2006, hein, Julie? Mm-hmm. Donc, c'est un bonheur de vous la présenter aujourd'hui. Vous allez voir, là, elle recèle de conseils pratiques et elle est en lien avec une vaste communauté de pédagogues en plein air partout au Québec et même en dehors du Québec. Donc, Julie, bienvenue. Je te laisse la parole pour les prochaines secondes. Puis, j'ai déjà un premier sondage pour vous par la suite. Merci Marianne, ben, ça me fait très plaisir d'être là avec tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des gens aussi de l'extérieur du Québec, alors bienvenue à toutes et à tous. Donc j'ai très hâte d'échanger avec vous, j'ai des trucs, des astuces à vous partager et j'ai très hâte aussi de vous entendre un peu là, sur qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos milieux, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Alors on est là pour échanger, pour discuter, alors bien hâte de vous entendre. Tout à fait, c'est bien dit. Et pour se coller à votre réalité, donc pour avoir un aperçu là, des gens qui sont avec nous ce soir, j'ai déjà un premier sondage à vous lancer. Donc, c'est très simple. Vous répondez directement dans l'écran et les sondages sont tous faits de façon anonyme. Donc, il est impossible pour nous de relier votre identifiant à la réponse que vous nous donnez. On ne vous juge pas du tout, là. Exactement. Donc, tout est confidentiel et je vous partage les résultats dans quelques secondes. Vous pouvez, en fait, choisir plus d'une réponse, mais dans ce cas-ci, ça s'applique plus ou moins. Donc, on veut connaître un peu le niveau d'expérience des gens qui sont avec nous ce soir. Pour ceux qui n'auraient pas le sondage sous les yeux actuellement, des fois, de privilégier Chrome, c'est préférable à d'autres navigateurs. Donc, la question, c'est à quelle fréquence vous pratiquez normalement de l'enseignement à l'extérieur? Est-ce que vous ne l'avez jamais tenté? Ça se peut. Et vous êtes curieux d'en apprendre davantage aujourd'hui. Est-ce que c'est quelques fois par année?
environ une fois par mois ou environ une fois par semaine. Donc, ceux qui n'auraient pas accès au sondage, indiquez-nous dans le clavardage un aperçu de votre réponse. Je mets fin aux réponses puisqu'on a quand même pas mal accumulé de réponses, puis je vais vous partager les résultats. Vous allez voir que la plupart de ceux qui nous écoutent, vous êtes là, donc un assez bon nombre à pratiquer l'enseignement à l'extérieur quelques fois par année. Donc, c'est intéressant. Et certains d'entre vous, bon, n'avaient jamais tenté l'expérience. C'est tout aussi intéressant parce qu'on a des idées d'activités simples et très intéressantes par lesquelles débuter. Et sinon, c'est assez partagé, là, environ une fois par mois, environ une fois par semaine. Donc, j'arrête. On a même, Marianne, des personnes dans le chat qui ont commenté, en fait, tous les jours. On ne l'avait même pas mis en option tous les jours, mais c'est extraordinaire qu'il y en ait qui le fassent tous les jours. Bravo! Wow, on a des très expérimentés avec nous, donc je vous invite des experts. Exactement, je vous invite à partager là, vos idées d'activités, vos trucs, vos astuces. Tout le monde va pouvoir les lire dans le clavardage et ça va profiter à tout le monde. J'ai déjà un deuxième sondage pour, en fait, dans ce contexte particulier de retour en classe, probablement que vous vivez certains défis en lien avec l'enseignement et on est curieux de les connaître, ces défis-là, pour pouvoir mieux y répondre par les outils dont on va parler aujourd'hui. Donc, je suis intéressée, moi et Julie, en fait, on aimerait connaître le type de défi d'enseignement que vous vivez actuellement dans le contexte. Donc, vraiment, vous, en tant qu'enseignant, depuis le retour en classe, ou bon, peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas retournés en classe, donc peut-être que ça s'en vient en septembre, puis vous entrevoyez déjà certains défis que pose le contexte particulier de COVID-19 et de déconfinement progressif. Quels seraient vos défis à ce moment-là? Pour ceux qui n'auraient pas accès au choix de réponse, encore une fois, est-ce que c'est plus la gestion de classe qui vous préoccupe? Est-ce que ce serait plus l'intégration d'une nouvelle routine? On sait que le contexte a changé, les repères ont changé. Garder les élèves stimulés dans leur apprentissage? Est-ce que c'est plutôt le contexte émotionnel qui est préoccupant pour vous? Les occasions de bouger qui deviennent plus limitées? Ou si vous avez une autre suggestion ou un autre défi que vous vivez actuellement qui ne serait pas dans les choix de réponse, partagez-nous ça dans le clavardage. Donc, encore quelques secondes. Plusieurs, hein, tout à fait, oui. Qui partagent d'autres options que je vois passer, l'équité, la météo, tout ça. Oui, et je sais que tu as des trucs par rapport à ça à nous partager. Donc, je mets fin et puis je vous partage les résultats. Vous allez voir qu'il y a une catégorie là, en particulier qui prédomine, donc celle de garder les élèves stimulés, engagés dans leurs apprentissages. La disposition à l'apprentissage, là, on le comprend, elle n'est peut-être pas idéale dans certains cas, donc ça va être intéressant, Julie, de rebondir sur ce défi-là et de voir comment l'enseignement en plein air peut répondre à ce défi particulier. Le besoin de bouger aussi qui est sorti très fort, hein, parce que le fait de garder les élèves le plus souvent à l'intérieur, pas avoir accès au gymnase, tout ça, il y en a même qui avaient des classes flexibles, que ça a été un peu démantelé finalement pour revenir à des bureaux traditionnels, là, donc ça aussi, ça s'est sorti assez fort. Oui, tout à fait. Donc, je te laisse aller déjà avec notre premier sujet. En lien avec justement ces défis-là qu'on observe Julie, dans l'enseignement en plein air, tu promouvois certaines approches. Donc, il y a peut-être certains niveaux d'enseignement, du plus simple au plus complexe, qui seraient à privilégier dans le contexte. Fait que je te laisse aller là-dessus. Puis, je continue de vous lire tous. Oui, ben, dans le fond, je voulais vous parler de deux approches là, particulières qui sont très simples parce que je pense que la simplicité, c'est beaucoup le mot d'ordre pour, en tout cas, la fin de cette année scolaire-ci, le début de l'année scolaire suivante aussi, surtout si vous débutez en enseignement extérieur. J'ai fait avec les unités régionales de loisirs et sports Laurentides et Lanaudière un guide d'introduction à l'enseignement extérieur qui est aussi sur le site enseignerDehors.ca puis qui détaille un peu plus ce que je vais vous présenter. Donc, ce que j'appelle un peu le niveau 1, donc une belle façon de débuter l'enseignement extérieur, c'est d'utiliser l'environnement comme un lieu inspirant. Donc, c'est de sortir, reproduire un peu ce qu'on fait à l'intérieur. On peut se poser la question,
est-ce que je pourrais le faire à l'extérieur pour changer un peu le contexte d'apprentissage, changer d'air? En même temps, on profite de l'extérieur comme d'une classe flexible, donc ça nous fait un peu bouger, on peut s'installer de manière différente, on profite du soleil, du vent, etc. Donc, l'environnement comme lieu inspirant, c'est vraiment tout simplement, on n'est pas vraiment dans l'adaptation du matériel ou dans une interaction vraiment très quotidienne avec l'environnement, avec ce qu'on a autour de nous. Ça peut être tout simplement de sortir pour lire une histoire, lire un conte, faire une révision. Ça peut être une activité d'écriture, ça pourrait être une activité de dessin ou d'art plastique. On peut y aller avec un quiz qu'on ferait à l'extérieur ou encore du yoga, du tabata, etc. Donc, tout ce qu'on pourrait faire simplement reproduire à l'extérieur. Ensuite, le deuxième niveau, qui reste encore assez simple d'approche parce qu'on n'est pas, dans l'apprentissage par projet puis l'adaptation de beaucoup de matériel, c'est l'environnement comme outil pédagogique. Donc ça, c'est comme la marche au-dessus où est-ce qu'on va se demander comment je pourrais vraiment utiliser mon environnement, l'extérieur, pour qu'il y ait vraiment une interaction et rehausser les apprentissages, les rendre plus concrets, plus stimulant. Alors, c'est ça la fréquence avec la différence, pardon, avec le premier niveau où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement d'adaptation en lien avec l'environnement. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, au lieu de juste faire un dessin à l'extérieur assis, là, on pourrait se dire, on va utiliser le paysage ou la rue pour apprendre la perception, la profondeur, travailler ça en art plastique. On pourrait utiliser les branches ou les roches ou ce qu'on trouve à l'extérieur pour les classer en ordre de grandeur et pratiquer l'ordre croissant. Donc, on a encore une interaction avec le milieu. On pourrait aussi chercher une espèce animale, soit seule ou en équipe, se poser des questions sur sa chaîne alimentaire, revenir en groupe pour un peu discuter de nos trouvailles. Donc, ça, dans cette approche-là, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec pas de matériel ou très, très peu, ne serait-ce que des planchettes à pince avec peut-être une feuille pour qu'on puisse noter, un crayon, chaque élève pourrait avoir le sien. Mais il y a énormément de possibilités. Donc, c'est un peu ça les deux choses, les deux approches que je privilégie actuellement. Il y a une autre approche qui est décrite dans le guide, qui est plus une approche qui va favoriser l'interdisciplinarité, l'apprentissage par projet. Mais là, on est dans des sorties qui vont être un peu plus longues ou qui vont demander plus de préparation, d'adaptation de matériel. Ça pourrait peut-être se faire éventuellement au courant de l'année prochaine, mais ce que je veux vous lancer comme mot d'ordre, c'est allez-y vraiment le plus simple possible, avec des sorties régulières, parce qu'il ne faut pas oublier que sortir dehors, c'est vraiment une nouvelle routine pour vous, mais pour les élèves aussi. Il faut qu'ils s'habituent par rapport à ce nouveau contexte-là d'apprentissage, à la routine où est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on débute la séance, comment est-ce qu'on termine la séance. Toutes ces choses-là, puis ça, les enseignants là, pourraient peut-être en témoigner dans le clavardage. Plus on sort, plus les déplacements vont bien, plus la gestion de classe se fait bien. Les élèves sont, est-ce qu'on pourrait dire en anglais, drillés, c'est-à-dire qu'on va être vraiment, on va savoir pourquoi on sort et comment ça fonctionne. Et puis, j'ai d'autres trucs que je vous reviendrai tantôt par rapport à la gestion de classe, mais quelque chose que je vais répéter souvent, puis qui est un facteur de succès là, quand même important pour l'enseignement en plein air, qu'on soit en période de coronavirus ou pas, c'est que quand on sort dehors, il faut avoir une intention pédagogique forte. Donc, on va apprendre quoi? On va développer quoi comme compétences? On peut essayer de se l'expliquer en termes de verbes. Est-ce qu'on va écrire? Est-ce qu'on va observer? Est-ce qu'on va compter? Est-ce qu'on va sauter? Est-ce qu'on va simplement se détendre? Donc, essayez de voir c'est quoi vraiment les objectifs, l'intention que vous avez et allez-y vraiment de façon très simple, peut-être avec le niveau 1 pour commencer. Puis si vous êtes à l'aise, si vous avez le goût de poursuivre, allez-y avec le niveau 2 de l'environnement comme outil pédagogique. Fort intéressant et c'est tout aussi intéressant de vous lire dans le clavardage. Tu l'as abordé brièvement, Julie, l'organisation des déplacements. Donc, dans le contexte, peut-être qu'on peut aller déjà vers notre prochain sujet qui est toute la gestion logistique des déplacements vers l'extérieur, du retour ensuite. Pardon. Donc, faire en sorte de respecter les mesures de distanciation. On voit que c'est quand même une préoccupation qui ressort là, de façon majeure
parmi nous. Je vous inviterais donc à nous partager ceux qui sortent actuellement là, avec leur groupe, et il y en a un certain nombre. Comment vous vous êtes adaptés? Comment justement vous facilitez ces déplacements? Comment vous faites en sorte, par exemple, que les groupes ne se croisent pas, que vous avez des zones dédiées, soit dans la cour ou dans un espace à proximité? Donc, partagez-nous vos trucs pendant que Julie là, nous partage certains trucs qu'elle a aussi développés. D'ailleurs, je tiens à remercier des enseignants là, avec qui on discutait pour développer ces trucs-là. Donc, je te laisse aller, Julie, là-dessus, puis je continue de vous lire là, sur les façons dont vous vous adaptez actuellement. Oui, puis par rapport, j'ai vu des questions dans le chat, je veux juste réitérer que le guide que j'ai mentionné d'introduction à l'enseignement en plein air se trouve sur enseigner-dehors.ca dans la section s'outiller. Et vous avez une banque d'organisation, de ressources, dont le document guide d'introduction à l'enseignement extérieur. Puis, à l'intérieur de ça, et partout sur le site, vous allez aussi trouver des exemples d'activités puis des approches pédagogiques qui vont très bien avec les milieux urbains. Donc, ça, c'est une question qui revient souvent. Puis, dans les idées d'activités aussi, on en reparlera. Mais il y a une foule d'opportunités d'apprentissage, que vous soyez en nature ou en ville. Pour revenir au déplacement, je vais nommer quelques trucs, astuces. Allez-y en commentaire si vous avez des éléments à bonifier. Déjà, de soumettre son intention de sortir à la direction parce qu'il va y avoir une organisation à faire derrière ça par rapport au déplacement. Partagez-leur vos idées, vos motivations. Qu'est-ce que vous allez faire dehors avec les jeunes? Utilisez au besoin, là, si jamais vous avez une direction un peu plus réticente, vous allez trouver sur enseigner-dehors.ca, sur le site de 100 degrés aussi, une foule d'articles sur les bénéfices de l'éducation en plein air, tant au niveau de ce qui nous préoccupe actuellement, beaucoup le bien-être, la santé, la sécurité, mais aussi pour les rassurer comme quoi c'est des pédagogies qui ont un impact fort sur la réussite éducative. C'est très bien documenté. Donc, parlez-leur de ça. Et une des choses qu'on propose aux écoles, c'est d'identifier des zones à l'extérieur, donc sur le terrain, qui pourraient servir de classe extérieure. Donc, d'aller voir ces zones-là, l'espace que vous avez disponible, est-ce que ça serait confortable? Est-ce que c'est asphalté? Est-ce qu'on est sur le gazon? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il y a du bruit? Tout ça. Donc, faites un peu une espèce d'audit, si on veut, là, des terrains que vous avez à proximité. Ça peut être sur le terrain de l'école, idéalement, parce que c'est très proche, mais ça peut être un peu autour. Il y a des enseignants qui faisaient, par exemple, déjà la classe extérieure dans des parcs municipaux et il y en a qui ont contacté la ville pour vérifier s'ils pouvaient continuer. Et dans bien des cas, la ville accepte. Donc, renseignez-vous là, pour voir si c'est possible. Donc, prévoyez ces zones-là et ensuite de regarder c'est qui dans l'équipe qui a le goût de sortir. Et si vous êtes la seule, bon, mais vous aurez peut-être le choix de ces places-là. Si vous êtes plusieurs et que les zones sont limitées, eh bien là, à ce moment-là, il faudrait peut-être prévoir un horaire. Aussi, vu que les récréations sont en rotation, des fois, il y a des espaces qui sont utilisés à certains moments et à d'autres moments, ils ne le sont pas. Donc, c'est de faire un horaire. Et pour aider à faire cet horaire-là, regardez la fréquence à laquelle vous voulez sortir. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Ça va-tu être une fois par cycle? Et comme ça, vous pouvez réserver ces zones-là. Le fait d'avoir des zones aussi, ça va vraiment vous permettre puis un horaire, ça va permettre de savoir qui est où à quel moment et par où la classe va passer afin de planifier les déplacements. Donc, on sait que la classe de Mme Stéphanie, à telle heure, elle va prendre le corridor pour sortir par la porte 3 pour se rendre à telle zone. Donc, il faut un peu commencer à établir ces routines-là. Puis, ce n'est pas du temps perdu de le faire comme ça en fin d'année parce que ça risque aussi d'être des outils qu'on garde là, pour l'année suivante puis les années à venir, d'identifier ces endroits-là. Donc, c'est ça aussi, on veut essayer de limiter autant que possible le nombre de déplacements dans l'école. Il y en a pour qui c'est un enjeu. Donc, regardez si ça serait possible peut-être de garder les élèves après une récréation, puisqu'ils sont déjà à l'extérieur, on peut les garder. C'est pas obligé d'être 3 heures de temps, ça peut être un 20, un 30 minutes où on en profite puisqu'ils sont déjà là. Il y en a aussi qui vont faire la routine d'accueil du matin à l'extérieur. Donc, on prend une demi-heure pour débuter à l'extérieur. Comment va tout le monde? C'est quoi la météo aujourd'hui? Bon, on parle de qu'est-ce qu'on va faire. On peut faire une activité de détente ou une activité active pour se réveiller. D'ailleurs, il y en a qui continuent de faire des activités actives le matin comme des marches
autour de l'école ou dans le quartier. C'est une autre façon d'utiliser le milieu comme outil. Donc, c'est ça. Ensuite, on veut se donner à l'extérieur de repères visuels, surtout avec les petits. Par exemple, on peut délimiter, quand on parle de zone, c'est peut-être clair dans votre tête, mais c'est peut-être moins clair dans la tête des jeunes. Donc, vous pouvez déjà leur montrer le plan, si vous pouvez, de la zone. Et à l'extérieur, utiliser un peu ce que vous avez comme matériel. Ça peut être juste des branches, des craies. Il y en a même qui apportent des cerceaux à l'extérieur. J'en vois une qui dit des cordes, Oui. donc des cerceaux. Alors, surtout pour les plus petits, pour vraiment les aider à visualiser les distances. Et on peut également, j'avais une idée que j'ai oubliée. Peut-être, Julie, tu viens justement de parler de zones et de justement placer aux élèves, leur présenter, oui, voilà. leur présenter les zones qui sont délimitées. Est-ce qu'on a Ah, une je sais image ce que j'allais là-dessus? dire. On a une image là-dessus, Oui, peut-être que... on avait une image. On avait On a une image. l'image! Peut-être que justement, on peut se permettre de le projeter, puis ça va permettre aux Oui, gens puis de je donner un je vais exemple. poursuivre les idées qui me reviennent au fur et à mesure que je parle. On Ah, a du voilà. temps. Alors, il y en a, j'en ai vu dans le clavardage qui parle de serviettes de plage. Ça aussi, c'est facile de dire laissez une serviette de plage à l'école. Puis comme ça aussi, là, si jamais il y a un petit peu de rosée le matin, puis que vous avez le goût de vous asseoir sur l'herbe, c'est confortable. Il y en a qui utilisent aussi des tapis mousse. Alors, les tapis, là, des fois qu'on voit là, dans les garderies qui sont carrés, il y en a qui font des casse-têtes. Des tapis mousse, ça peut être un tapis mousse par élève aussi. C'est des surfaces qui se lavent assez bien, sont très confortables. Donc, vraiment toutes sortes de façons là, de s'installer, comme une petite classe extérieure un petit peu improvisée. C'est sûr que ceux qui ont des classes extérieures, c'est des belles opportunités de les utiliser, mais encore une fois, regardez s'il y a un processus où est-ce qu'il faudrait désinfecter les surfaces que les élèves vont fréquenter. Aussi, si jamais vos zones sont très restreintes, là, que votre classe a fit, mais c'est un peu restreint, mais vous pouvez aussi assigner des places aux élèves, un peu comme en classe. Alors, vous montrez le plan aux élèves avant de sortir et puis Paul va savoir qui est assis à côté de Marie-Noël et donc on peut même reprendre la même disposition qu'en classe. Comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas nécessairement de chaos ou un peu d'hésitation quand les élèves vont s'installer dehors. Si vous avez beaucoup de place, ben les élèves vont simplement, comme on a vu sur la photo, prendre leur espace puis s'installer là, à leur aise dehors. Oui, il y a plusieurs possibilités de lieux à l'extérieur. Tu le mentionnais tantôt. Je pense que dans le contexte, c'est d'y aller avec les espaces à proximité qui sont les plus accessibles, les plus simples pour les enseignants, pour les intervenants de l'équipe école. Donc, on en a un certain nombre à l'écran là, qui sont identifiés autour de l'école, justement. C'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à un boisé, par exemple. Tu le nommais aussi d'accéder au parc municipal. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités là, autour de l'école pour justement s'adapter puis respecter les mesures de distanciation. Oui. Puis je pense personnellement que ça peut être, d'ailleurs c'est un cas fictif, là, je vais vous le mentionner, l'école c'est vraiment un cas fictif pour représenter le concept de zone. Ça peut être aussi une occasion, tu sais, il y a des écoles qui n'ont pas beaucoup d'accès à des espaces verts à l'extérieur. Il y a vraiment un enjeu d'inégalité des parcs, des accès verts, particulièrement en ville. Mais ça peut être en tout cas une bonne occasion de sensibiliser la direction, votre commission scolaire, les élus à cet enjeu-là. Pourquoi pas regarder un peu plus aussi à moyen, à long terme, comment vous pourriez bonifier les espaces qui ont du potentiel sur votre terrain. Donc, de relancer peut-être les réflexions l'an prochain. Des fois, il y a des comités de verdissement qu'on a mis de côté, mais je trouve que c'est quand même des belles occasions de se rappeler que ces espaces-là, finalement, sont précieux pour notre santé, notre bien-être. Et aussi, c'est très riche comme opportunité d'apprentissage, de verdir les terrains d'école. Alors, gardez ça en tête, là, autant que je dis souvent qu'on n'a pas absolument besoin de la nature pour enseigner dehors parce qu'il y a d'autres approches, autant je pense que ce n'est pas une excuse pour ne pas verdir nos milieux. Alors, n'hésitez pas aussi à parler de ça. Tout à fait. Avant de passer à notre prochain sujet, on va se donner des idées d'activités à réaliser dans le contexte, mais juste avant, juste avant, j'aimerais t'entendre sur peut-être certains derniers trucs pour faciliter la distanciation sociale, puis en même temps, des trucs que tu partages là, en matière de gestion du groupe. Qu'est-ce qui serait facilitant pour... on sait que les élèves, ils se retrouvent, ils ont le goût de socialiser, ils ont le goût de jouer. Et donc, comment on peut être en mesure, au-delà de
de ce que les gens nous partagent, de ce que tu nous as partagé tantôt pour, dessiner des zones au sol, par exemple, utiliser des coussins. Bien, est-ce que tu en as d'autres, des trucs dans ce genre-là? Puis, gênez-vous pas, là, aussi, pour réagir dans le clavardage par rapport à ça. Oui, tout à fait. Peut-être deux derniers, là, mais je vous invite, c'est ça, à partager vos trucs que j'ai vus. Je pense que c'est Mélanie Ruel qui avait utilisé des bâtons de hockey au bout duquel elle collait des animaux. Donc, on promène le chien, le lapin, etc. Et en même temps, ça permet aux enfants, d'une manière un peu loufoque, mais très, très cute, là, de visualiser c'est quoi la distance du 2 mètres. Je pense que ça, c'est une des choses qui peut aider à renforcer la notion de distanciation, c'est peut-être de faire des jeux, de le plus possible les aider à visualiser cette question-là du 2 mètres. Moi, j'avais lancé une idée sur enseignerDehors.ca de faire la pétanque du 2 mètres. Donc, je ne sais pas si, dites-moi si dans l'Ouest canadien ou en Europe, vous connaissez ça, la pétanque. Je pense que oui, mais c'est très populaire, en tout cas, dans ma région. Et donc, on lance des cailloux, ou bon, peu importe, là, les cailloux, c'est parce qu'on les trouve partout. On essaye de le faire à une distance de 2 mètres, puis ensuite, on vérifie c'est quel élève qui avait peut-être la distance la plus proche du 2 mètres, le deuxième, le troisième. Aussi, J'ai même vu oublié ma deuxième idée. Pendant que tu regardes tes notes, Julie, j'ai même vu On a vu d'autres, hein? des profs qui À la utilisent distance d'un bébé beluga. Ah oui, c'est beau comme image. aussi, ben oui, tout à fait, et qui utilisent des cordes même pour garder le Oui, 2 des cordes, mètres. c'est vrai. C'est intéressant. Oui, puis j'avais vu les cordes d'ailleurs, c'est super pour les déplacements aussi, là, ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça peut être bien aussi si vous avez le goût de faire le tour de l'école, prendre une petite marche un peu pour bouger. On peut aussi utiliser les cordes. Ça peut être des cordes flexibles où on va attacher des rubans ou faire un trait de couleur. J'avais vu une enseignante qui disait qu'elle utilisait une corde à linge qui est rigide. Il y a toutes sortes de trucs et astuces ou encore les fameuses frites, c'est quoi le bon terme pour les frites de piscine? Les nouilles. Des nouilles, oui. Oui, des nouilles. On peut passer une corde à l'intérieur dans le trou de la nouille et puis chaque nouille permet à ce moment-là de distancier les élèves. Il y a plein de trucs. Je pense que ça fonctionne bien avec les plus petits, mais moi, c'est étonnant. En tout cas, mon fils de 6 ans, là, ça fait 2 semaines, là, puis il comprend c'est quoi 2 mètres. Là. Fait qu'il faut quand même se donner le temps, puis leur donner le temps aussi là, de s'habituer à ça. Tout en se permettant de répéter. Je pense que, comme nous mentionne Mylène, dans le feu de l'action, je pense qu'on n'a pas le choix de répéter cette consigne-là. Ouais, et donc, on a parlé tantôt de certains défis par rapport à l'enseignement. Donc, vous, comme enseignant ou comme intervenant professionnel autour de l'équipe école, vous en avez nommé un certain nombre. Là, on serait curieux, avant de passer à notre prochain sujet qui est des idées d'activité, de connaître ce que vous observez en termes de défis par rapport aux élèves. Le contexte, il est particulier, il est très spécial. Qu'est-ce que vous voyez que les élèves vivent comme défi, comme enjeu? Là, tantôt, on s'est projeté vraiment du point de vue de l'enseignant. Maintenant, on est intéressé de connaître ce que vous observez chez votre groupe d'élèves, chez les élèves. Donc, je lance un autre sondage pour ceux qui n'auraient pas à nouveau là, accès au choix de réponse. Donc, est-ce que le principal défi que vous observez là actuellement, c'est une surcharge émotive? Est-ce que ce serait le contexte qui est difficile pour l'apprentissage? Une difficulté amenée par la distanciation physique, on vient d'en parler. Repères différents à l'école, hein, le contexte très changé par rapport à ce qui est connu. Et sinon, bien, si c'est un autre défi, partagez-nous ça dans le clavardage. Donc déjà, comme tout à l'heure, on voit une catégorie se démarquer des autres, qui est celle de la distanciation physique. Ça demeure quand même un enjeu, là, à la fois pour les enseignants, mais également pour les élèves qui, je pense, ont besoin de socialiser, hein, sortent du confinement eux aussi et retrouvent leurs amis. Donc, de bouger aussi. De bouger, oui, ça devient pas facile, là. Donc, je vous partage les résultats. Vous le verrez. C'est vraiment la majorité là, des élèves que vous voyez avoir une certaine difficulté à respecter la distanciation physique. Contexte aussi difficile à l'apprentissage, hein, ça revient aux défis qu'on nommait plus tôt, des repères qui ont changé. Et évidemment, bien, ça amène le contexte qui change, ça amène une certaine charge émotive là, qui est possiblement présente chez certains des élèves. Donc, Julie, par rapport à ça, je sais que tu as immensément d'idées, d'activités.
Tu l'as nommé tantôt, de privilégier des approches très simples, des activités accessibles qui permettent justement aux élèves d'être plus disposés à l'apprentissage, mais en même temps de faire fi, je dirais, de certains enjeux qu'ils peuvent vivre par rapport à un contexte qui a tellement changé. Est-ce que tu as des idées concrètement d'activités qui pourraient répondre à ce défi-là que les élèves vivent, mais aussi pour faciliter l'enseignement, là? Oui, je vais essayer de vous en nommer en rafale là, plusieurs pour différents niveaux, différentes matières. C'est sûr que là, je n'irai pas dans la profondeur là, des explications. C'est pourquoi je vous inviterai encore une fois à visiter enseigner-dehors.ca pour plus de ressources. Vous avez une banque d'activités qui se bonifie tout le temps. Vous pouvez également soumettre des activités que vous avez essayées. Et puis, j'ai fait une page sur enseigner-dehors.ca quand vous arrivez dans l'accueil. Avec une liste justement d'activités en rafale simples à faire et des trucs et conseils à appliquer pour enseigner dehors en temps de COVID-19. D'ailleurs, là, je tiens à le mentionner, mais il y a un document que j'ai fait et Yannick Lacoste et d'autres enseignants spécialistes en collaboration avec l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, et c'est un document, dans le fond, qui synthétise un peu les trucs et astuces qu'on peut appliquer pour enseigner dehors à l'aide de la COVID-19. Donc, rapidement, juste pour déjà comparer un peu des pommes avec des pommes, si on veut approcher un même sujet, mais selon les 3 niveaux que je vous ai parlé tout à l'heure, juste pour vous mettre un peu là, vous montrer qu'on peut vraiment approcher un même sujet de manière différente. Si je voudrais parler des abeilles, moi, parce que c'est le printemps, ça m'intéresse, c'est un des animaux qu'on peut observer facilement dans la cour d'école. Et en plus, c'était aujourd'hui, c'est le 21, c'était ou c'est, je ne sais plus, c'était la journée internationale des abeilles. Alors, par exemple, si on voudrait aborder ce sujet-là avec le niveau 1, donc c'est-à-dire le lieu comme environnement inspirant, on fait simplement aller dehors sans nécessairement adapter de matériel, on pourrait faire une lecture sur les abeilles. On pourrait poser des questions à répondre sur les abeilles, que ce soit sous forme plus d'écriture ou avec des images. On pourrait ensemble parler des abeilles pour faire une co-construction des apprentissages ensemble dans le groupe. Qu'est-ce qu'on sait sur les abeilles? Si on y va avec le niveau 2, alors là, c'est l'environnement comme outil pédagogique. Et je veux toujours parler des abeilles. Alors, on pourrait, par exemple, faire chercher les enfants sur le terrain de l'école. Est-ce qu'on a des fleurs? Bon, on a trouvé des fleurs. Est-ce qu'on observe des pollinisateurs? Est-ce que c'est des abeilles? Est-ce que c'est des guêpes? Est-ce que c'est des bourdons? On peut émettre une hypothèse. Peut-être qu'on peut dessiner aussi ce qu'on a trouvé. On pourrait écrire les animaux qu'on voit qui fréquentent les fleurs. C'est quoi les comportements qu'on observe de ces animaux-là? Donc, on se pose des questions, on observe. On peut revenir en classe, que ce soit notre classe extérieure ou la classe véritable à l'intérieur, pour partager nos réponses, nos observations, faire des recherches, etc. Et si j'étais dans l'approche 3, eh bien là, je voudrais approfondir ce sujet-là et l'exploiter pour vraiment toucher à toutes sortes de matières. Donc, ce serait probablement déjà le même processus que le niveau 2, ce que je viens de vous dire, mais j'approfondirais le sujet. Donc, par exemple, en abordant les causes du déclin des abeilles, on pourrait en faire des recherches pour approfondir un peu le sujet, peut-être inviter un spécialiste à en parler, ça peut être en vidéoconférence ou bon, en personne, et éventuellement, peut-être que je voudrais choisir une action pour aider les abeilles avec la classe, comme faire un jardin pour pollinisateurs sur le terrain de l'école. Et dans tout un peu ces actions-là, qui peuvent parfois nous amener à aller à l'extérieur, parfois nous amener à aller à l'intérieur, donc il y a vraiment une perméabilité, bien, on intégrerait plusieurs matières. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu concrètement les 3 niveaux. Et d'ailleurs, Julie, c'était la journée, oui. On nous dit de Martine que c'était la journée internationale des abeilles, donc on voit de plus en plus... aujourd'hui? Je crois que c'était hier, selon Martine. Ouais. Je partage en ce moment à tout le monde une photo d'élèves qui sont assis donc à l'extérieur et qui réalisent peut-être une activité plus de type détente ou qui sont en train de lire dans un livre. Est-ce que... Révision, oui. Oui, tout à fait. Donc, ça peut permettre justement de respecter la distanciation sociale. Est-ce que tu as des idées, une autre idée d'activité dans ce genre-là qui vise plus la détente à un niveau plus calme?
Oui, ben, à des nouveaux Plicam, on est probablement plus dans l'approche. Je veux quand même mentionner que cette photo-là, c'est ça, se trouve sur enseigner-dehors.ca dans la page sur enseigner dehors à l'ère du COVID. C'est une école à Québec, c'est la classe de Catherine Lapointe qui a la chance d'avoir, donc de l'école du Campanier, qui a la chance d'avoir un boisé. Et c'est une enseignante qui a eu la permission de continuer d'utiliser son boisé. Catherine fait autant des activités où est-ce qu'on va vraiment plus se poser pour réviser, consolider des apprentissages en reparlant, mais elle va aussi faire une approche aussi qui est très interactive, où est-ce qu'on intègre beaucoup le mouvement, donc l'activité physique, pour un peu stimuler les enfants. Je pense que j'en ai déjà mentionné plusieurs là, dans les idées au niveau 1, donc qu'est-ce qu'on peut facilement reproduire de l'intérieur à l'extérieur. J'aimerais peut-être ça donner d'autres exemples du niveau 2, si ça te va, Marianne, sur comment on peut vraiment utiliser l'environnement comme outil pédagogique. Tout à fait. Est-ce que là, on est en partage d'écran? Oui, donc là, je projette actuellement la photo où on voit les jeunes assis sur des petits tapis. Et quand même, bon, ça a l'air assez confortable. Ils ont accès à une belle cour très grande. Il y a de la pelouse. Et j'imagine que ça peut être le fun de faire des activités un petit peu plus, qui bougent un petit peu plus, hein, des activités motrices, leur permettre de se dégourdir un peu dans ce grand espace-là. Parce que je lisais tout à l'heure des commentaires. Justement, les jeunes sont confinés dans une classe et aussitôt qu'ils sortent, bien, ils ont le goût de courir, ils ont le goût de se dégourdir et de prendre un bon bol d'air en même temps. Donc, ça peut être le fun de ce qu'on voit à l'écran. Si On vous n'a avez... pas, bon, on n'a pas fait le tour des bienfaits, mais aussi, là, ayez en tête que le temps que vous passez à l'extérieur, même si vous avez vraiment un 10-15 minutes qui est vraiment plus axé sur les connaissances, que ce soit la consolidation ou des nouvelles connaissances, c'est du temps c'est de l'investissement parce que quand on rentre ensuite à l'intérieur, les élèves sont mieux prédisposés aux apprentissages, ils ont eu un moment pour bouger, pour se détendre, changer d'environnement. Et puis, c'est connu que c'est vraiment bien de changer les contextes d'apprentissage, que si on reste toujours dans le même, ça devient un peu difficile. Moi, la première, là, des fois, quand j'ai besoin de réfléchir ou de travailler, je vais sortir dehors, bouger un peu. Donc, c'est pareil pour les élèves. Un autre truc que j'ai mentionné, oui, vous pouvez voir des nouvelles connaissances, mais vous pouvez aussi utiliser l'extérieur pour consolider des choses que vous avez déjà vues. Donc, à ce moment-là, sont en terrain connu. On fait juste renforcer, mais d'une autre manière, des choses qu'on a déjà vues. Par exemple, si on veut renforcer puis ça, c'est un exemple d'une activité qui utilise vraiment l'extérieur pour son espace, le fait qu'on a beaucoup d'espace. On pourrait sortir avec des craies. Donc, moi, les craies, c'est un outil fantastique pour l'enseignement extérieur, surtout si vous êtes avec une cour asphaltée. On les met soit individuellement ou en équipe de 2. On leur demande de faire un parcours actif et on peut leur donner une thématique. La thématique, ça va être les fractions ou ça va être les verbes à l'infinitif, puis il va falloir épeler le verbe ou ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un mot qu'on doit épeler. Ça pourrait être une forme géométrique qu'on doit nommer. Et les élèves tracent des parcours où il va falloir sauter par-dessus des lignes, tourner sur soi-même, suivre une ligne. Il y en a quelques-uns qu'on peut trouver sur Internet. Et quand il arrive à une solution, un problème à résoudre, ben, il doit le résoudre rapidement et on continue. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut ensuite faire les parcours des autres élèves et à la récréation, ben, c'est encore utilisé. Ensuite, je vais juste ouvrir ma fenêtre. Bon, donc, on pourrait faire du dessin d'observation, ça, je l'ai mentionné tout à l'heure. Aussi, là, c'est la période, c'est le printemps. C'est quand même une belle thématique à exploiter. Le printemps, la nature revit. Donc, n'hésitez pas à observer. Mettez-vous un peu des lunettes de biologiste à savoir qu'est-ce qui a changé sur le terrain de l'école ou aux alentours. Est-ce que les élèves l'ont observé? On pourrait aller voir les bourgeons des arbres, faire des prédictions sur c'est quelle espèce. Est-ce que vous le savez? Ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils vont à l'école, mais qu'ils n'ont jamais su c'était quelle espèce d'arbre. On peut faire notre hypothèse en observant le bourgeon, en observant l'écorce et une fois que ça va être ouvert, de l'identifier correctement. Il y en a, j'ai plein d'idées que j'ai partagées sur enseigner-dehors.ca que des enseignants m'ont envoyées. Le land art est très populaire, c'est-à-dire c'est des œuvres éphémères qu'on utilise des éléments de la nature pour les faire. On peut pratiquer la géométrie avec ça, le calcul. On peut faire du calcul. Il y en a qui ont fait des calculs avec les adresses des maisons. Lorsqu'ils prenaient des marches, ils prenaient en note les adresses et on faisait des calculs avec ça. Marche Julie, géométrique.
Je Ou je t'interromps, je me m'attends trop? permets. Non, mais dans le sens, tout va bien. Je veux juste saluer les gens qui doivent nous quitter là, avant le 19h officiel. Donc, soyez sans crainte que Oui, le webinaire est enregistré actuellement, donc on vous fournira le les lien. idées d'activités que vous partagez, si je ne me trompe pas, Marianne, vous allez les repartager, hein, juste pour rassurer tout le monde. Puis moi aussi, ça m'intéresse énormément. Tout à fait, il y a tellement de bonnes Il y en a idées. d'autres aussi, là. Il y a Oh, il y en tellement a de bonnes tellement, idées. mais Donc, ce que vous nous partagez dans le clavardage actuellement, on s'engage ça va vraiment vite, là, vite. à le partager sous forme d'articles ou d'outils. La forme n'est pas tout à fait définie, mais oui, il y aura des traces qui vous seront partagées de toutes ces belles idées originales que vous nous partagez. Je lisais aussi Yannick qui est avec nous en ligne. Je le salue, là, il nous a aidés là, pour la conférence là, aujourd'hui. Il nous disait donc qu'il y en a qui sortent, hein, c'est pas obligé de sortir sur une longue période, donc ils enregistrent les bruits qui sont présents à l'extérieur ou dans la nature, puis Mhm. on pratique ensuite le vocabulaire lorsqu'on est de retour en classe. Donc ça peut être un Pour beau les lien décrire, par aussi exemple. Mhm. avec l'intérieur. Julie, en terminant, peut-être tu en as tellement nommé, c'est super intéressant. Une dernière idée d'activité qui serait un petit peu plus Et multidisciplinaire, disons, qui va toucher plusieurs compétences pour ceux qui sont peut-être plus expérimentés, qui se projettent déjà, peut-être pour l'an prochain, hein, envisager de sortir davantage sur une fréquence plus élevée. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose d'intéressant à leur partager? ouais, ben, en fait, largement, ce que je trouve intéressant, si on veut y aller dans le multidisciplinaire, moi, j'aime beaucoup l'approche de l'apprentissage par l'enquête. Donc, le Inquiry-Based Learning, qui est super bien documenté. Vous allez trouver beaucoup de choses sur Internet sur l'apprentissage par l'enquête. On sort à l'extérieur. L'enseignant peut déjà avoir une intention un peu de ce sur quoi on veut stimuler les élèves, mais le but, c'est de revenir à l'intérieur, ou pas, bon, avec une question à laquelle on veut répondre, une question qui nous stimule, qui nous intéresse. Qui habite dans le trou qui est dans l'arbre? Ou, les lignes jaunes, là, ici, là, qui sont dans la rue, puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce que personne n'a de l'air de s'arrêter pour laisser passer les piétons. Donc, on utilise l'extérieur pour stimuler l'observation, les questions. On en trouve une qui est intéressante. Il y a des enseignants qui ont creusé des sujets vraiment là, qui ne pensaient pas faire au début, comme Julie Normand avec les pics-bois. Donc, une fois qu'on a trouvé cet élément-là, on l'utilise pour faire l'interdisciplinarité parce que là, évidemment, on va devoir lire sur le sujet, on va devoir en discuter, probablement on va devoir écrire qu'est-ce qu'on a appris, c'est quoi le nouveau vocabulaire. Souvent, en sciences, il y a énormément de mathématiques aussi qu'on peut faire. Donc ça, c'est une approche que je vous suggérais. Puis je ne veux pas vous donner la réponse déjà à votre question. Allez-y, soit avec quelque chose déjà qui vous intéresse, sur lequel vous aimeriez travailler, et idéalement aussi quelque chose qui stimule les élèves. Oui, puis c'est une belle façon, ce que tu nommes, là, de se concentrer sur une enquête en particulier pour garder les jeunes engagés, faire un certain Ça peut focus sur mener très loin. Des fois, ça mène vers des projets en conservation, des projets d'implication superbes. Donc, ça, je vous invite vraiment à vous initier à cette approche-là. Tout à fait. Écoutez, il nous reste 2 minutes. Julie, je te remercie pour tous les beaux conseils que tu nous as partagés. Également à vous tous qui êtes en ligne là, ce soir, c'est fort apprécié. Comme je vous dis, il y aura des traces de ce qu'on partage ensemble. Julie, je te laisse le mot de la fin avant de mettre fin à la diffusion officiellement. Je sais que tu veux nous laisser sur une note très inspirante. Les 2 prochaines Ah, minutes sont à toi. ben, merci tout le monde d'avoir été là. Écoutez, ça a tellement passé vite. J'ai vraiment hâte de poursuivre ces échanges-là et ces réflexions-là avec vous. Il y a plein de spécialistes aussi qui étaient avec nous, je tiens à le souligner. Mais merci à tout le monde d'être là. Il y a vraiment un mouvement qui est très fort, qui est en train de naître partout dans le monde. Et particulièrement, là, je sens qu'il y a une vague là, depuis quelques semaines avec l'annonce du déconfinement. Et puis, l'idée que c'est bon et censé de ne pas déconfiner les enfants de la maison pour les reconfiner à l'école, ça nous aide actuellement, je trouve, puis ça remet aussi de l'avant les priorités qui prennent beaucoup de sens pour l'éducation en plein air, comme le bien-être, la santé, la sécurité, le plaisir, l'inclusion et aussi la réussite éducative. Et on a parfois l'impression que les systèmes d'éducation sont très figés et immuables, mais souvent, c'est avec des mouvements qui partent de la base, comme le mouvement actuel dans les écoles, que les structures finissent par changer puis s'adapter. Donc, c'est comme ça que ce qui pouvait être marginal hier devient le normal de demain. Alors, continuez ce que vous faites, continuez d'en parler, il faut s'entraider, il faut faire connaître les initiatives. Donc, soyez fiers de ce que vous faites et parlez-en. Et
Ben voilà, la situation actuelle aura vraiment contribué à nous rappeler à quel point le contact avec la nature nous fait du bien, à quel point on a besoin de se sentir connecté aux autres et à son milieu. Et c'est pas l'intérieur que le monopole des connaissances. C'est aussi dans les fleurs, dans les abeilles, dans les roches, dans les noms des rues, dans les bâtiments, les histoires de nos aînés. L'extérieur a beaucoup à nous offrir. Alors, sortons dehors. Un énorme merci, Julie. Ça termine tellement bien notre belle activité de ce soir. Donc, Notre marathon. pour ne rien manquer de nos prochaines activités, je vous invite à vous abonner à l'infolette 100 degrés, à l'adresse qui est à l'écran. Avant de se quitter, un tout dernier petit sondage sur votre niveau général de satisfaction. Et je vous remercie encore une fois à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve pour une prochaine activité à 100 degrés. Merci à tous. À très bientôt. C'était trop court, oui, je suis d'accord. On en refera d'autres. J'espère qu'on va en faire d'autres. Oui, pendant que je récupère là, tous les beaux échanges qu'on a eus dans le clavardage. C'est-tu terminé, là?